Ici Satou. On dirait que les comédies romantiques, dans tous les pays et toutes les cultures, sont pleines de malentendus et de rencontres manquées pour pimenter le tout. Mais en réalité, ces choses-là mènent souvent à la rupture, alors je préfère les éviter. Par la fenêtre, j'entendais le bruit de l'agitation dans la rue. Avais-je trop dormi? Luttant contre la chaleur réconfortante du lit, je me suis replongée dans les événements de la veille. J'avais beaucoup appris la nuit précédente et j'avais même appris comment Arisa était devenue esclave. Juste au moment où Arisa s'endormait, je lui ai demandé si je devais la libérer de l'esclavage, mais elle m'a expliqué que le geste qui avait été placé sur elle la liait à son esclavage. Être libérée de l'esclavage signifierait apparemment qu'elle s'était opposée aux règles du geste, et elle se mettrait immédiatement à saigner de partout avant de mourir. Cette compétence, geste, est vraiment une malédiction. Un endroit très peuplé, comme l'ancienne capitale ou la capitale royale, devait forcément abriter quelqu'un capable d'effacer ou de réécrire un geste. Il me faudrait donc attendre pour la libérer. Après avoir découvert la nuit dernière qu'Arisa avait utilisé la magie pour me charmer, j'avais décidé de m'éloigner d'elle un moment dès le matin. Cependant, j'avais appris des choses qui me faisaient aussi de la peine pour elle, et ce serait assez cruel d'abandonner une enfant, sans famille, de mon pays lointain. Je regretterais peut-être cette gentillesse plus tard, mais pour l'instant, je ne pouvais que me concentrer sur le présent. Si quelque chose arrive, je le détruirai avec ma puissance de niveau 310 et ma richesse insensée. À cet instant, la porte s'ouvrit brusquement, anéantissant ma détermination arrogante. On pouvait au moins frapper. Êtes-vous réveillé, monsieur Satou? Votre amant est là pour vous voir. Même le matin, Martha était toujours pleine d'énergie. Derrière elle, j'entendis Zena marmonner. Je ne suis pas à lui. En essayant de couvrir la bouche de Martha, prise d'une panique affolée. Bonjour, je me redressais et les saluais. J'avais froid. Ah oui, je n'avais pas encore mis mon t-shirt depuis l'incident de la veille. Oh, tu as un joli corps. Martha observa mon torse nu avec un vif intérêt. Zena se blottit derrière elle et se couvrit le visage rougi de ses mains, mais elle fixait clairement à travers les interstices de ses doigts. J'aurais pensé qu'un militaire serait habitué à voir un homme à moitié nu. Je suis désolée que tu aies vu ça. Je vais me changer tout de suite. Je posai les mains sur le lit pour me hisser. Oh, une sensation de chaleur me réchauffa. Baissant les yeux, je vis une petite fille à moitié nue. Ma main s'était posée sur son torse nu. Ah oui, elle s'était endormie comme ça. Voyant que je partageais le lit avec une jeune fille, le visage de Zena passa rapidement du rouge vif au blanc pâle. Maître, s'il vous plaît, arrêtez. Je ne crois pas pouvoir le supporter. Comme pour me maudire davantage, Lulu choisit ce moment précis pour parler dans son sommeil. Je regardais son lit et constatais qu'elle s'était retournée dans son sommeil, allongée sur le côté, dos à moi. Mais son t-shirt s'était emmêlé, et ses jolies petites fesses étaient bien visibles. Ah oui, et elle ne porte pas de sous-vêtements. En plus, il y avait une tache rouge sur les draps. Hein? Elle n'était pas blessée, si? C'est dépravé. Satou, comment as-tu pu? Zena s'enfuit de la pièce en sanglotant dans ses mains. Martha se gratta la tête d'un air gêné. Désolée de vous interrompre. Prenez votre temps. Elle sortit en traînant les pieds et referma la porte derrière elle. Waouh, je n'avais jamais entendu personne dire « dépravé » à voix haute. Ma première pensée fut résolument détachée. Maître, auriez-vous un morceau de tissu propre? On dirait que Lulu a ses règles. Je sortis le tissu de mon sac et le tendis à Arisa sans un mot. Merci. Alors, vous ne la poursuivez pas? Si vous ne vous dépêchez pas, elle ne fera qu'empirer les choses dans sa tête, non? Enfin, c'était juste mon amie, pas mon amante. Enfin, je ne voudrais pas non plus qu'une amie soit convaincue que j'étais pédophile, alors je suppose que je ferais mieux de la poursuivre et d'éclaircir tout ça. La poursuivre à moitié nue ne m'arrangerait pas, alors j'ai enfilé le t-shirt tombé par terre. Inutile de préciser que j'étais en pantalon depuis le début. En vérifiant le radar, j'ai vu que Zena venait de quitter l'auberge et se dirigeait vers Center Street. Elle est vraiment rapide. Je suppose qu'elle est dans l'armée. À cette vitesse, elle passerait sous cette pièce en un instant. Cette fonctionnalité est certainement utile, mais elle serait assez terrifiante entre les mains d'un harceleur. Alors que cette pensée idiote me traversait l'esprit, j'ai évalué le moment et j'ai sauté par la fenêtre dans la rue. J'ai atterri juste devant Zena, lui bloquant le passage. Surpris, elle a tenté de déraper pour s'arrêter, et je l'ai attrapée dans mes bras, la faisant tournoyer une fois comme une danseuse pour disperser son élan. Plus grand que compétence acquise, danse, Zena, tout cela n'est qu'un malentendu. Zena a posé ses deux mains sur ma poitrine, essayant de me repousser. Mais elle n'avait que très peu de force pour pousser. Je ne peux pas la lâcher maintenant. Si je le faisais, elle ne me croirait jamais. Elle se laisserait emporter par des pensées négatives et se persuaderait que c'était vrai, même si elle ne voulait pas y croire. Mais tu couchais avec cette adorable fille. Elle a dû dormir à moitié et s'être trompée de lit. Dans ce cas, ce n'était pas un problème, non?
Je veux dire, même hier, je portais des sous-vêtements et tout. J'aimerais prendre un moment pour clamer haut et fort mon innocence. Je n'avais pas le complexe Lolita. Et il y avait l'autre fille aux cheveux noirs, aussi. Waouh! Si tu parles de la sœur aînée qui dort mal, c'est apparemment ses règles. Je murmurais cette partie à l'oreille de Zena, car je n'avais pas vraiment envie d'en parler aussi fort dans la rue. Finalement, la force de Zena faiblissait. Mais Lilio m'a dit que si un homme achète une esclave, ce ne peut être que pour des services après la tombée de la nuit. Maudite Lilio. Au fond de moi, je lançais des injures à la femme, qui patrouillait probablement à l'extérieur de la ville en ce moment même. Lilio était l'une des gardes de Zena et apparemment l'une de ses amies les plus proches. Elle essayait donc probablement simplement de protéger la pure et innocente Zena, mais je devais fixer des limites aux accusations sans fondement. Ça dépend des personnes. Ces deux filles ne sont que mes domestiques. Lisa et les autres peuvent servir de garde, mais elles ne sont pas très bien placées pour faire les courses pour moi. Mais, peut-être qu'elle comprend maintenant, mais ses sentiments ne l'ont pas encore rattrapée? J'imagine que dire quelque chose comme « si c'était mon but, j'aurais acheté une femme adulte sexy » ne ferait que la mettre en colère à nouveau, alors je garderai ça pour moi. Ta tenue te rend bien différente de la dernière fois. Les volants ajoutent une touche de style à ton look classique et soigné. Ça met vraiment en valeur tes charmes. Un moment comme celui-ci méritait des compliments vagues. Zena marmonna. Oh, ce vieux truc. D'un ton gêné, mais elle avait l'air un peu plus heureuse malgré elle. C'est charmant, mais tu n'as pas froid avec cette tenue légère? Non, j'y suis habituée, alors ça va. Ce n'est pas comme ça que cet échange est censé se dérouler, Zena. Tu es censé prendre le bras du type et lui dire « J'aurais chaud tant qu'on reste ensemble ». Ou quelque chose d'amusant dans le genre. En y repensant, il y a un stand près d'ici qui vend de magnifiques foulards. Tu veux aller voir? Je suis sûre qu'il t'irait à ravir, Zena. Vraiment? J'adorerais. Parfait. J'avais réussi à changer de sujet. Le premier jour de mon arrivée à Serious City, j'avais remarqué que Martha avait les yeux rivés sur cette boutique. Après avoir inspecté des dizaines et des dizaines d'écharpes et de châles, Zena a choisi une écharpe rose et je la lui ai offerte. Il a fallu une petite dispute pour la convaincre, mais lorsque nous avons quitté le magasin, sa bonne humeur semblait avoir complètement repris. Les femmes mettent du temps à faire leurs courses, cependant. Quand je suis retournée à l'auberge avec Zena, Arisa se tenait près de l'entrée et me faisait signe. Il y avait une entrée dans la cour de l'auberge, réservée aux calèches, juste à côté d'elle. Bon retour, maître. Je suis contente que vous ayez dissipé ce malentendu, dit Arisa d'une voix douce, comme si elle n'était pas à l'origine du problème. Je lui ai donné une petite tape sur le front. Aïe, merci. Qu'est-ce que tu fais là? Je commençais à avoir faim, alors je suis venue demander à Lisa de partager un peu de nourriture avec moi. Tu as déjà mangé? Oui, et Lulu mange toujours avec elle. Mais elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'appétit. Bon, je suppose que le fromage et la viande fumée ne sont pas très appétissants si on ne se sent pas bien. J'ai donné quelques sous à Arisa et je lui ai demandé d'aller acheter des fruits. Pendant ce temps, je suis retournée dans ma chambre me changer. Zena m'attendait au bar du rez-de-chaussée, où je lui ai suggéré de boire de l'eau fruitée. De retour dans ma chambre, j'ai versé de l'eau du well-bag dans la bassine en cuivre posée contre la table et je m'en suis servi pour me laver le visage. Comme je n'avais pas la tête en bataille, je me suis contentée de passer une main humide dans mes cheveux pour faire bonne mesure. Il faudra bien que je découvre un jour ce qu'on utilise comme produit capillaire dans ce monde. Désolée de vous avoir fait attendre, Zena. Tout va bien. J'ai discuté avec Martha. Je vous laisse tranquille. Martha retourna aussitôt à son travail. Juste au moment où elle partait, Arisa apparut sur le seuil. Je l'envoyais donc chercher Lisa et les autres. Lulu était terriblement pâle, alors je la laissai retourner dans la chambre. La servante, Yuni, passait par hasard, alors je lui demandai de monter de l'eau dans notre chambre, en lui donnant un penny en guise de pourboire. Je retournai dehors avec Zena, où Arisa s'approchait avec Lisa et les filles. Utilisez cet argent pour acheter des vêtements et des produits de première nécessité pour tout le monde, s'il vous plaît. Je vous laisse le soin de calculer et de négocier le prix, Arisa. Lisa, s'il vous plaît, protégez Arisa et les filles des pickpockets et des kidnappeurs. Je tendis une petite bourse contenant une dizaine de pièces d'argent à Lisa. Arisa en prit une autre avec 2 pièces d'argent et de la monnaie. Il serait dangereux de garder tout l'argent au même endroit, alors j'ai pensé qu'il valait mieux prendre les mêmes précautions que si nous voyagions à l'étranger. Arisa m'a demandé à voix basse si elle pouvait utiliser des compétences et de la magie pour se dissimuler et surveiller les alentours, alors je lui ai accordé la permission. J'avais oublié de lever l'interdiction que je lui avais donnée la nuit dernière. Je nous protégerai aussi, monsieur. Moi aussi, d'accord. Vous pouvez encercler Arisa pour la surveiller, alors. Oui, monsieur, d'accord. Pochi et Tama semblaient excités, alors je leur ai caressé la tête. Waouh, leurs cheveux étaient bien plus lisses qu'avant. Probablement parce qu'elles se lavaient tous les jours au château. Ah oui,
Si tu trouves un charmeur qui utilise la magie quotidienne, demande-lui d'utiliser un sort de nettoyage sur les vêtements de tout le monde. Sur ces instructions, j'ai donné aux filles quelques pièces d'argent supplémentaires pour la magie de nettoyage. Excusez-moi, maître, s'il nous reste de l'argent, pouvons-nous nous acheter des bonbons? Bien sûr, tant que ce n'est pas plus qu'une grosse pièce de monnaie. L'heure du déjeuner approche, alors n'achetez pas juste des encas. Avec un « oui, monsieur » enthousiaste, Arisa mena la charge sur une petite route menant à l'avenue Teputa. Pochi et Tama la flanquaient de chaque côté, la faisant ressembler à la meneuse d'un gang de quartier. Lisa ressemblait à leur gardienne, les suivant de près. Ils ont l'air plutôt informels pour des esclaves, non? Je sais que ce n'est peut-être pas la façon habituelle de gérer les choses, mais je trouve ça plus facile comme ça. J'étais sûre que je serais devenu un vrai déchet en un rien de temps s'ils couraient partout à mes pieds et à mes pieds, alors je préférais nettement cette façon. Nidoren m'avait beaucoup appris sur les esclaves, mais je pensais avoir le droit d'être un peu informel si je le voulais. Tu as un jour de congé aujourd'hui? Oui, la première étape de l'enquête est terminée, donc on nous a donné un jour de congé. Zena sourit joyeusement, mais à mon avis, leur accorder ne serait-ce qu'un seul jour de congé depuis notre évasion du labyrinthe me semblait une pratique commerciale extrêmement douteuse. Quel environnement de travail intense. Ça ne semblait pas la déranger, alors je n'allais rien dire, mais j'espérais qu'elle ne s'effondrerait pas de surmenage. Retournerez-vous à votre unité d'origine demain? Non, une nouvelle force spéciale du labyrinthe prendra le relais à partir de demain. Je ne pourrai pas retourner à mon unité de patrouille habituelle avant au moins 5 jours. Zena expliqua qu'il y avait 2 types d'unités de patrouille, celles qui effectuaient de longues patrouilles de 2 ou 3 jours d'affilée et celles qui ne partaient que pour une journée. Les unités comprenant des soldats magiques étaient généralement envoyées pour les patrouilles de plus longue durée, donc une fois qu'elle aurait rejoint son unité, je ne la verrais probablement pas beaucoup. À bien y penser, Arisa n'avait-elle pas voulu aller dans le labyrinthe? Zena, le labyrinthe est-il fermé à tous, sauf au personnel militaire, en ce moment? Oui, et il restera probablement fermé pendant plusieurs mois au moins. Pourquoi? Connais-tu quelqu'un qui n'est toujours pas sorti du labyrinthe? Non, non, ce n'est rien de tout cela. J'étais juste un peu curieuse, c'est tout. Désolée de t'avoir inquiété. On dirait bien qu'Arisa n'allait pas voir son souhait exaucé de sitôt. Surtout avec la situation avec les filles bêtes, on devrait peut-être aller à Labyrinth City après avoir visité Serious City? Ce serait un peu triste de dire au revoir à Zena, mais j'étais sûre de pouvoir revenir te voir. Sato, as-tu des projets pour aujourd'hui? J'étais tellement perdue dans mes pensées que j'ai répondu à la question de Zena sans vraiment y réfléchir. Oui, j'avais prévu d'aller à une épicerie pour voir s'ils pouvaient m'indiquer une auberge qui accepte les demi-humains. Je ne peux pas laisser Lisa et les filles dormir dans la grange, après tout. Dans ce cas, est-ce que je peux me joindre à toi? Se tordant les mains, Zena leva les yeux vers moi avec anxiété. Ça ne me dérange pas, mais tu es sûre de vouloir gâcher ta précieuse journée de congé avec quelque chose d'aussi ennuyeux? Oui, je ne pensais pas que ce serait amusant qu'elle me suive partout pendant que je cherchais un endroit où dormir. Mais son sourire était si éclatant lorsqu'elle répondit que je ne pouvais pas refuser. Alors, Zena à mes côtés, je me dirigeais vers l'épicerie en face de la place, à l'entrée principale. Allô, il y a quelqu'un? Il n'y avait personne au rez-de-chaussée de l'épicerie, alors j'appelais fort. Je voyais sur mon radar qu'il y avait quelqu'un au 2e étage, alors j'ajustais le volume en conséquence. Comme j'avais la compétence amplification, je pouvais élever la voix sans forcer. Une voix calme appela. J'arrive. J'entendis des pas descendre l'escalier. Peu après l'entrée de l'épicerie se trouvait un comptoir en bois, derrière lequel se trouvait un canapé et un immense bureau. Sur la table, près du canapé, s'empilaient toutes sortes de documents. L'endroit avait l'atmosphère d'un bureau de détective d'autrefois. Merci de votre patience. Je suis Nadie, marchande. Une femme d'une vingtaine d'années apparut de l'étage, les cheveux roux relevés en chignon. Elle portait une chemise blanche et une jupe pulvère émeraude profond. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Eh bien, j'espérais que vous pourriez m'aider à trouver une auberge ou une maison à louer. J'ai expliqué que j'avais besoin d'un endroit où mes esclaves demi-humains pourraient loger, et en toute sécurité. Un endroit calme serait agréable si possible, mais ce n'était pas une priorité aussi importante que les 2 premières. Avec des demi-humains, le quartier ouest ou le quartier ouvrier voisin serait plus adapté. Je m'inquiéterais des risques de criminalité dans une auberge de ce secteur, alors je pense qu'une maison en location serait idéale. Nadie a feuilleté des dossiers contenant des informations immobilières. J'ai été surpris qu'ils aient de tels registres, mais je suppose que ce serait impoli de le dire à voix haute. Quel est votre budget? Eh bien, je suppose qu'environ 2 pièces d'argent seraient idéales. Si ce n'est pas suffisant, je peux aller jusqu'à 1 pièce d'or. Dans ce cas, il devrait y avoir des options. Sachant que le Gatefrontin était considéré comme un peu cher, une grosse pièce de cuivre par nuit,
et compte tenu du nombre de personnes supplémentaires et de la faible marge d'erreur, j'ai estimé le prix à environ 2 pièces d'argent. Je pensais que ce serait beaucoup, mais à en juger par la réaction de Nadi, je suppose que c'était tout juste suffisant. Je pense que ces 3 établissements pourraient répondre à vos besoins. Cependant, Nadi hésita un instant avant d'expliquer. Apparemment, ces 3 maisons avaient une histoire douteuse. J'ai décidé qu'il valait mieux les visiter une par une avant de décider d'en louer une. La maison numéro 1 était une propriété de 2 étages de plus de 300 mètres carrés, et un membre d'une guilde criminelle avait assassiné son ancien propriétaire. Elle avait l'allure d'une imposante demeure occidentale, avec du lierre grimpant sur les murs extérieurs en pierre. En examinant le plan en 3D avec ma carte, j'ai découvert un énorme trou dans une zone invisible depuis la porte principale. C'était probablement par là que l'assassin s'était introduit, et il l'avait laissé tel quel. Les arbustes du jardin empêchaient de voir le trou depuis l'extérieur, alors j'ai demandé une visite et je les ai conduits jusqu'au trou, sous prétexte de me perdre, bien sûr. Nous sommes passés devant la 2e maison sans arrêter la voiture, car elle se trouvait juste derrière une rue bordée de maisons closes. Dès que Nadi a commencé à expliquer cela, Zena elle ordonna au cocher de continuer sa route d'une voie dure. De profil, je voyais son visage viré au rouge vif, ce qui était plutôt mignon. La 3e maison était un manoir en ruine, tout près des remparts de la ville, qu'on disait hanté par des fantômes. Apparemment, c'était la demeure d'un noble jusqu'à il y a une centaine d'années. C'était la plus grande maison de style occidental que j'ai jamais vue, mais on ne pouvait absolument pas y vivre. D'une part, parce que je détestais l'horreur et le gore, mais surtout, le sous-sol du manoir hanté semblait être le repère d'une guilde criminelle. Toutes sortes de meurtriers et autres criminels rôdaient à l'intérieur. J'étais sûr qu'ils avaient lancé la rumeur que l'endroit était hanté pour pouvoir s'y cacher jusqu'à ce que la situation se calme. J'ai remarqué un mouvement étrange sur mon radar. Quelques points bougeaient juste à l'extérieur du manoir. Trouvant cela suspect, j'ai regardé de plus près sur la carte et j'ai découvert un tunnel souterrain qui menait hors de la ville. Je suppose qu'il était là depuis qu'un noble possédait le manoir. On aurait dit qu'il servait à la contrebande, etc. Nadi s'est dirigé vers l'intérieur, mais je l'ai arrêté. J'ai un étrange pressentiment à propos de cet endroit. N'y allons pas, c'est probablement maudit. Zena me regarda avec surprise. J'imagine que ce n'était pas le genre de choses qu'on dirait après s'être échappé d'un labyrinthe peuplé de squelettes et de monstres errants. S'il y a un fantôme ou un monstre mort-vivant, tu peux toujours payer un temple pour qu'il vienne faire un exorcisme. Nadi proposa une solution digne d'un monde fantastique, mais si on appelait un prêtre, j'étais sûr que les criminels en bas se cacheraient. J'écrirai une lettre plus tard pour expliquer ce que je sais et je la déposerai à un poste de garde ou quelque chose du genre. J'étais sûr que ma compétence, manœuvre secrète, me serait utile. Finalement, aucune des maisons que nous avons visitées ne correspondait à mes critères, alors notre visite des maisons de location prit fin. Avec un budget de 2 pièces d'argent par trimoun, je suis sûr qu'il doit y avoir d'autres options. Je vais me renseigner auprès d'autres agences cet après-midi et trouver d'autres propriétés qui pourraient convenir. Nadi semblait plus que disposée à prendre les choses en main, alors nous avons décidé que je retournerai au magasin le soir. J'avais prévu un budget de 2 pièces d'argent par jour, mais apparemment, la mesure standard pour les maisons louées était le trimoun, période de 10 jours. Il fallait vraiment que je vérifie ces détails plus en détail. Comme j'avais maintenant du temps libre jusqu'au soir, j'ai demandé à Zena si elle souhaitait aller quelque part. Apparemment, le restaurant qu'elle aimait nécessitait une réservation, donc impossible d'y aller aujourd'hui. Zena avait l'air un peu déçue, mais Nadi est venue à son secours. Un marché aux puces vient d'ouvrir hier sur la place d'à côté. Il y a toujours plein de bonnes affaires, alors la gérante et moi y allons généralement le dernier jour pour dénicher des articles en solde. Elle a ajouté à Zena, c'est un endroit idéal pour un rendez-vous, ce qui a fait rougir Zena. Comme nous y étions déjà, nous avons décidé d'aller faire un tour au marché aux puces et de revenir au magasin après. D'après Nadi, une histoire d'amour populaire, la tragédie du marquisat de Munot, était jouée sur la scène extérieure installée au marché. Il y avait beaucoup de monde, alors j'ai réduit la portée de mon radar, zoomant sur un rayon de 5 mètres autour de moi. Je savais que cela suffirait à me faire une idée précise de qui s'approchait. Maître, monsieur, je t'ai trouvé. Pochi et Tama se sont tous deux accrochés vigoureusement à ma taille. Derrière eux, je voyais aussi Lisa et Arisa. Ah bon, où sont passées les courses? Nos bagages commençaient à peser, alors on les a déposés à l'auberge. Regardez ça. Arisa ôta son par-dessus à capuche et le tendit à Lisa, puis fit une petite pirouette sur place. Sa jupe rose pâle flottait dans l'air, dévoilant ses jambes nues, même si, étant une enfant, il n'y avait absolument rien à montrer. Ce devaient être des vêtements neufs de Teputa Avenue. Pochi et Tama ouvrirent également leurs manteaux, exhibant fièrement leur nouvelle tenue. Tama portait une jolie robe rose à volants,
Pochi portait une tenue semblable à celle de Martha, avec une chemise blanche et une jupe jaune, et Lisa arborait maintenant une tenue robuste qui ressemblait à un uniforme militaire. Elle portait un pantalon sous une jupe. Pochi et Tama tentèrent de tournoyer et de se pavaner comme Arisa, mais comme la place devenait de plus en plus bondée, Lisa les arrêta. Vous êtes toutes très mignonnes. Je tapotais Pochi et Tama par-dessus leur capuche, les félicitant toutes. Ce n'était pas seulement par politesse, elles étaient vraiment mignonnes. Au fait, c'est une perruque? Eh, c'est vrai. C'est pour cacher la couleur de mes cheveux. En effet, Arisa portait une perruque blond dorée. Apparemment, elle l'avait achetée pour éviter que ses cheveux violets ne causent des problèmes avec cette maudite association. Ça te va? Oui, bien sûr. Comme ça éviterait les ennuis, je considérerais cela comme une dépense nécessaire. Mais il y a encore une chose dont je voulais te parler. Arisa pressa son torse inexistant contre moi, clignant des yeux avec aguiche. Arrête. De quoi as-tu besoin? Je tirai Arisa de moi en posant la question. Le regard de Zena semblait me transpercer, d'abord, et ce serait encore pire si Pochi et Tama se mettaient à imiter ce comportement. Après avoir prévenu Zena de notre destination, j'allais avec Arisa voir ce qu'elle voulait acheter. Le stand en plein air où elle m'avait conduite présentait des cartes à jouer de style Carota. Avec la permission du jeune commerçant, j'en pris une pour l'examiner. Au recto de chaque carte figuraient des dessins de puits, de seaux, etc. Tandis qu'au verso figurait un mot Shigan correspondant à l'image. Les images étaient monochromes, mais les points clés étaient mis en valeur pour faciliter la compréhension du contenu, la plupart du temps. Au début, je ne savais pas exactement ce que représentait la carte O, mais il n'y avait pas beaucoup d'autres cartes ambiguës comme celle-ci. Il y en avait une centaine dans le jeu, chacune soigneusement illustrée. Ce serait peut-être une bonne façon d'apprendre du vocabulaire à Pochi et Tama. Quelle idée intéressante, merci, j'y ai pensé moi-même, pour apprendre à lire à mes enfants à la maison. Apparemment, le commerçant avait commencé par les dessiner sur des morceaux de bois au fusain. Pensant pouvoir les vendre, il avait rencontré un peintre et l'avait convaincu de créer un jeu, puis avait cherché une entreprise pour les vendre. Cependant, il m'avait expliqué qu'il n'avait pas réussi à trouver un accord, faute de trouver un compromis entre le coût de production et le prix de vente. Apparemment, les cartes coûtaient 4 pièces d'argent à fabriquer, mais l'entreprise voulait les vendre à seulement une. Donc, chaque pièce est peinte individuellement? Eh bien, oui, bien sûr. Ne serait-ce pas beaucoup moins cher d'utiliser des estampes? J'ai commencé à le proposer à voix haute, mais Arisa m'a tiré par le bras et m'a arrêté, mettant son index sur ses lèvres. Qu'est-ce que c'est? Tu allais proposer des estampes, n'est-ce pas? Arisa m'a parlé dans un murmure, alors j'ai répondu dans un murmure également. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je n'ai vu aucune estampe dans mon château non plus. C'est dangereux d'enseigner de nouvelles techniques aux gens, tu sais. Ils ont des seaux ici, mais pas d'étampes? C'est comme ça, la technologie. À bien y penser, je me souvenais vaguement que, même sur Terre, il s'était écoulé plus de 1000 ans entre l'invention des seaux et celle de l'estampe. J'imagine qu'il a fallu du temps pour transposer une technique d'un domaine à un autre. J'étais quelque peu surpris que les personnes réincarnées ou invoquées dans ce monde avant moi n'aient pas déjà répandu des choses comme les gravures sur bois et l'impression. Arisa ayant déjà subi les conséquences de ce genre de choses, j'ai cédé à ses désirs et me suis abstenu de suggérer les gravures. Après avoir conclu notre conversation privée, nous sommes retournés voir la jeune commerçante. Désolée, j'imagine qu'elle n'a pas apprécié notre conversation compliquée. Oh non, c'est moi qui devrais m'excuser. Peu de gens s'intéressent à ce genre de choses, alors. Il n'y avait pas grand monde intéressé? Cela semblait être le genre de choses qui se vendrait plutôt bien. Eh bien, j'aimerais acheter un ensemble. Combien ça coûte? L'expression mélancolique du jeune homme s'éclaira un peu, et il dit qu'un ensemble coûterait 4 pièces d'argent. Attendez, ça n'a pas coûté si cher à fabriquer? Vous êtes sûr? Comment allez-vous faire des bénéfices, alors? C'est bon, je suis déjà contente que quelqu'un qui comprend l'attrait de mon produit l'achète. Je ne pouvais pas rester indifférente à la situation de ce pauvre homme. Ce serait dommage de laisser son idée géniale tomber à l'eau. Qu'est-ce que tu prévois pour la prochaine fois? On dirait qu'il y a de la demande, donc le seul problème, c'est le prix. Ce serait bien d'expérimenter un peu, non? Tu pourrais essayer de trouver du tissu moins cher ou peut-être une méthode pour les produire en masse à moindre coût. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire une petite remarque en lui tendant mon paiement. Un petit conseil, ça ne ferait pas de mal, non? J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, juste le temps de voir le feu revenir dans les yeux du jeune commerçant tandis que nous quittions le stand. J'ai tendu à Arisa les fiches d'études que j'avais achetées. Que reste-t-il à acheter après ça? Quelques petites affaires personnelles, etc. Si le budget le permet, est-ce que je peux acheter des outils de couture et un miroir à main? Bien sûr, tant que c'est un article nécessaire et que cela rentre dans le budget, ça ne me dérange pas. En fait, ce n'est pas grave si le miroir à main est un peu hors budget,
alors allez-y, achetez-nous-en un. Vérifier mon reflet dans l'eau du lavabo était pénible, alors j'en voulais un. J'ai bien trouvé un objet étiqueté miroir brisé dans mon butin de la vallée des dragons, mais je me blesserais probablement si j'essayais de l'utiliser. Après avoir quitté les autres pour continuer mes achats, Zena et moi nous sommes dirigés vers la scène pour voir la pièce, mais la voix d'Arisa m'a arrêté. Maître, vous n'allez pas voir la pièce? C'est prévu. Vous avez donc acheté les billets qu'ils vendaient à l'entrée du marché aux puces? Non, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'ils vendaient des billets là-bas. Il y avait beaucoup de monde, mais j'étais sûre qu'on pourrait y arriver en suivant le flot de la foule. Lilio m'a dit qu'il suffit de payer un penny à l'entrée de la scène. Tu peux faire ça, mais après, il faudra rester au fond et regarder. Les billets coûtent 2 sous, mais on peut avoir une place à l'intérieur si on en a. C'est 10 fois plus cher juste pour être assis? Zena était surprise, mais je trouvais les places debout très bon marché. Je ne savais pas combien de temps durait la pièce, mais j'étais sûre qu'il valait mieux rester assise. Apparemment, Arisa et les autres voulaient y aller aussi, alors j'ai dit que j'achèterais des billets pour nous 6, mais Lisa a insisté pour le faire pour moi. Je lui ai donné une petite bourse contenant 12 pièces de cuivre, et nous sommes allés vers la scène, tout en continuant à flâner dans le marché aux puces. Nous avons fini par emmener les enfants avec nous pour admirer les stands, ce qui, je le craignais, était injuste envers Zena. Je me suis excusée auprès d'elle timidement, mais elle semblait s'amuser, et je n'ai ressenti aucune contrariété en la voyant se promener main dans la main avec Pochi et Tama. Il faudrait quand même que je pense à lui en parler plus tard. Les stands du marché aux puces étaient plutôt hétéroclites. L'un d'eux proposait des accessoires en os d'aspect très vieillot, associés à de jolies boucles d'oreilles en argent. Celle-ci irait bien avec ta blonde. Tes cheveux sont parfaitement coiffés, Zena. Elles sont très jolies. Zena avait l'air ravie en les portant à ses oreilles et en me demandant comment elles étaient, alors je n'ai pas tardé à la féliciter. Sur le côté, Arisa a annoncé qu'elle voulait aussi quelque chose, alors nous avons acheté des rubans au stand d'à côté. J'en ai acheté pour tout le monde, bien sûr, y compris Lulu, qui se reposait à l'auberge. Zena a semblé réticente à se séparer des boucles d'oreilles en les remettant. Je les lui aurais achetées tout de suite si elle avait simplement demandé comme Arisa. Arisa et les filles ont pris la main de Zena et l'ont conduite au stand suivant, alors j'en ai profité pour acheter les boucles d'oreilles qu'elle regardait. Je les lui donnerai en rentrant ou quelque chose comme ça. Nous avons retrouvé Lisa une fois qu'elle a eu les billets, et je lui ai acheté un pompon pour sa lance en remerciement de ses efforts. Partout où nous allions, je pouvais acheter des choses pour beaucoup moins cher que le prix suggéré par ma compétence, estimation. Je ne savais pas si c'était grâce à mon marchandage et compétence en négociation, ou, tout simplement, la nature même d'un marché aux puces. En chemin vers la scène, des pickpockets et des extorqueurs nous ont abordés à 2 reprises, mais mon radar m'a indiqué qu'une personne hostile approchait, ce qui m'a permis de m'en occuper facilement. J'ai attrapé le pickpocket et je l'ai dénoncé à un groupe d'hommes au visage sévère, engagé par le gérant du marché aux puces pour patrouiller dans le quartier. Ce genre de criminel serait probablement puni sévèrement par la loi, donc c'était bien beau, mais il fallait ensuite que je m'occupe des hommes qui tentaient de draguer Zena. Chaque fois qu'ils s'en prenaient à Zena, Lisa ou moi intervenions pour les en déloger physiquement. Belle jeune fille, j'ai hâte d'admirer ton sourire non pas au clair de lune, mais sous la lumière éclatante du soleil. Ah, mon cher Zen, ce château n'est qu'une prison pour moi. Utilise ta magie pour m'emmener loin d'ici. Sur scène, un homme vêtu d'une robe de sorcier à capuche courtisait une actrice aux cheveux noirs en robe. Leur performance enthousiaste perdait un peu de son impact devant une lune peinte un peu kitsch. Zen, hein? Depuis ma rencontre avec Arisa, j'étais sur le qui-vive dès que j'entendais un nom à consonance japonaise. Zen pouvait tout à fait s'écrire comme le concept bouddhiste ou le kanji de la vertu, par exemple. Les histoires d'amoureux maudits ne m'intéressaient pas vraiment, alors je n'arrivais pas à me concentrer et mon esprit finissait par vagabonder. En revanche, Zena et Arisa semblaient beaucoup apprécier l'histoire. Elles étaient penchées en avant sur leur siège, complètement absorbées par l'histoire. La pièce était apparemment inspirée d'une histoire vraie, le nombre de personnages rendait les choses un peu confuses. Pochi et Tama devaient avoir du mal à suivre, car elles s'étaient endormies sur mes genoux comme oreillers. Lisa observait la scène d'un air sérieux, mais elle semblait concentrée sur l'odeur de viande rôtie à la broche qui flottait derrière la scène, et non sur la pièce elle-même. Ses yeux s'étaient plissés comme pour jauger sa proie dès que l'odeur de graisse de poulet rôti s'était propagée vers nous, il n'y avait donc aucun doute. Pendant que je m'amusais à pincer le nez de Pochi et Tama, endormis, l'histoire qui se déroulait sur scène avait progressé. Je te tiens maintenant. Comment oses-tu, toi, un humble sorcier plébéien, enlever ma fiancée, la princesse Liltiena? Moi, Marquis Muno, je veillerai à ce que tu payes pour ce crime. Avec ses chevaliers à la remorque, le marquis corpulent avait apparemment retrouvé les héros de l'histoire.
Debout au bord d'un décor en falaise, le héros brandissait son bâton, protégeant l'héroïne. Pour une raison inconnue, une femme en tenue de servante se tenait derrière eux. Cette servante a vraiment l'air de vouloir hisser haut et fort l'étendard de l'événement. D'un geste théâtral, pendant la dernière réplique de son discours, l'acteur a soulevé le rideau noir devant la scène pour exposer le fond peint à la lumière vive du soleil. Ah, génial! Zena et Arisa se sont reculées sur leur siège, agrippant chacune mon bras. Le tableau qui avait été dévoilé représentait une potence et les corps de personnes décapitées. Personnellement, je l'ai trouvé de mauvais goût, mais à en juger par les cris et les acclamations du public, il a semblé bien accueilli. Les habitants de cette ville semblaient plutôt ouverts à la violence. Père, mère, maudit soit le marquis, vous avez même coûté la vie à mes jeunes frères et sœurs et à mes cousins. Vous pensez avoir le droit d'être en colère? Un roturier s'est rebellé contre le marquis. Il est normal que toute sa famille soit décapitée. Soyez reconnaissants que j'ai jugé bon de leur épargner toute torture avant de les éliminer. Un flot de larmes rouges coula des yeux du héros. Comment y parvint-il? La magie du protagoniste souffla violemment, emportant les chevaliers qui protégeaient le marquis sur le côté de la scène. Bien sûr, ce n'était pas de la vraie magie, juste des images découpées de mauvais goût et des effets sonores médiocres, mais cela suscita une nouvelle vague d'acclamations du public. Sachant qu'il existait de vrais sorciers dans ce monde, ne devrait-il pas utiliser la magie de la lumière ou la magie du vent, ou quelque chose d'autre, pour animer la pièce? Quel beau chevalier vous avez! Mais il n'y a plus personne pour vous protéger. Maintenant, je vais venger ma famille. Le protagoniste brandit son long bâton. Puis, comme je m'y attendais, l'actrice en tenue de servante se mit en mouvement. Se tournant délibérément vers le public, elle sortit une dague et la brandit lentement. Derrière toi, attention, hurla le public. Oui, je connais ce sentiment. Zena ne cria pas avec les autres, mais elle était visiblement absorbée par l'histoire. Sa main serra mon bras avec une telle force que ce fut un peu douloureux. Naturellement, le protagoniste ne réagit pas aux cris du public et se dirigea lentement vers l'acteur qui jouait le marquis tout en psalmodiant un sort. À cet instant, le serviteur se précipita et planta une dague dans le dos du héros. Toi, tu travaillais pour le marquis depuis le début? Tu es indigne de la main de la princesse. Malgré son coup de poignard dans le dos, le protagoniste dénonça bruyamment l'actrice à l'air de servante. Une fois sa réplique prononcée, il tomba à genoux de façon théâtrale. Trop tard, l'héroïne se précipita vers le héros tombé. Cette dague est enduite du poison mortel de la queue d'une viverne. Vous ne pourrez jamais le sauver. La servante fit une démonstration inutile à la foule. L'héroïne se contenta de pleurer et s'accrocha au protagoniste mourant. Retrouvons-nous dans l'au-delà, mon amour. Oh, Zen. Finalement, le personnage principal expira. Princesse, vous devez retourner auprès du marquis. Jamais, ce corps n'appartient qu'à Zen. Je ne laisserai pas le marquis faire de moi ce qu'il veut. Sur ces mots, l'héroïne retira le poignard du dos de Zen et se le planta dans la poitrine. Des cris de compassion s'élevèrent dans la foule, surtout parmi les spectatrices. Surpris par le bruit, Pochi et Tama regardèrent frénétiquement autour d'elle jusqu'à ce que je les rassure. La foule ne faisait qu'acclamer la pièce. Toutes deux laissèrent retomber la tête sur mes genoux, satisfaites. Je les gratta derrière les oreilles et reportai mon attention sur la scène. J'avais entendu dire que c'était une histoire d'amour tragique, mais j'étais surprise qu'elle soit si déprimante. Je pensais que ça s'arrêterait là, mais apparemment, la pièce continuait. Jeté du haut de la falaise, le corps du protagoniste fut ramené à la vie, et un à un, les héros morts-vivants se vengèrent sur la famille du marquis. La servante qui avait tué le héros le poignarda de nouveau avec la dague empoisonnée, mais en criant « Le poison est sans effet sur ce cadavre », le protagoniste se vengea. La manière dont il l'avait vaincu avait été astucieusement préfigurée par leur relation dans la première partie, ce qui la rendait finalement intéressante. Cependant, par un retournement de situation fâcheux, il fut inexplicablement vaincu à la dernière seconde par un chevalier sacré, alors qu'il s'apprêtait à se venger du marquis. Apparemment, beaucoup d'autres spectateurs partageaient mon sentiment, sous les huées. Mais certains huaient, le sourire aux lèvres. On aurait dit que le public s'attendait à ce que le marquis et le chevalier sacré se moquent de lui à ce stade de la pièce. Oh, ça continue? Oui, je vais pourrir sous terre. Mais je prendrai cette terre, votre marquisa, avec moi. Je vous maudis, marquis Munot. Une fumée noire jaillissait de l'endroit où le héros était tombé. Lorsqu'elle se dissipa, le décor peint avait été transformé pour représenter un désert. Chevalier sacré, je ne supporte pas de voir mon peuple souffrir à cause de mes propres actes. Faites tout votre possible pour eux. Oh, quelle noblesse, comme on peut s'y attendre de la part du chef de la famille Munot, qui existe depuis l'époque du roi ancestral Yamato. J'avais l'impression que la personnalité du marquis avait soudainement changé. Le chevalier sacré le louait aussi beaucoup. Finalement, le marquis se sacrifia pour protéger son peuple,
et la pièce se conclut par la scène où il lève la malédiction de son pays au prix de sa vie. Après la pièce, Arisa, qui regardait avec enthousiasme, dit avoir soif. Je lui donnai donc de l'eau fruitée et la laissai se reposer sous un arbre voisin. En veux-tu aussi, Zena? Merci. Prenant la tasse en biscuit, Zena la porta à ses lèvres et but le liquide d'un trait. Elle devait avoir très soif aussi. J'ai aussi donné une tasse à Lisa, qui a offert l'eau aromatisée à Pochi et Tama. Un peu affamés, nous sommes allés acheter quelque chose qui ressemblait à du pain plat sur un chariot voisin. Ce qui m'a attiré là-bas, c'est l'odeur alléchante de la sauce soja en train de cuire. Le produit s'appelait du pain plat gabo, apparemment fait avec une plante imaginaire appelée le fruit gabo. C'était très bon marché, à peine un penny les deux. En plus du pain classique, il y avait une variété fourrée aux oignons cuits dans de la sauce soja diluée. J'en ai donc commandé un de chaque. Apparemment, il y avait eu beaucoup de clients venant de la pièce, il n'y avait donc plus de pain plat tout près. Le stand d'à côté vendait des crêpes fines qui ressemblaient à des okonomiyaki. Elles avaient l'air délicieuses, alors j'en ai commandé aussi. On les appelait des crêpes, un nom que je n'avais jamais entendu auparavant. Pendant que j'attendais, une femme d'âge moyen, une crêpe à la main, s'est approchée de moi. C'était la personne assise devant moi à la pièce. Tiens, ne seriez-vous pas le monsieur assis derrière moi? Seriez-vous étranger, par hasard? Oui, madame, je m'appelle Satou, je suis colporteur. Quelle politesse. Une fois la femme présentée, nous avons discuté pendant que mes crêpes cuisaient, et elle m'a expliqué la raison de la farce à la fin de la pièce. Je suis sûr que vous avez trouvé la fin de la pièce plutôt affreuse, n'est-ce pas? Vous voulez dire quand le chevalier sacré est arrivé sans présentation et que le caractère du marquis a soudainement changé? Oui, eh bien, voyez-vous. D'après la femme, lorsque la pièce a été écrite il y a une vingtaine d'années, elle se terminait par la vengeance du sorcier sur le marquis, puis par sa défaite face au chevalier sacré. Cependant, le scénario avait apparemment été modifié suite aux plaintes de la noblesse. De plus, la princesse Liltiena était la fille d'un roturier dans l'histoire originale, et les événements se déclenchèrent lorsque le marquis amoureux l'enleva à son mari. Je vois, ces rebondissements me semblaient si déplacés, car ils furent modifiés plus tard. Une fois mes galettes et mes crêpes prêtes, je remerciai la femme et retournai à l'endroit où tout le monde attendait. Qu'avez-vous acheté? Des galettes gabo normales et fourrées à l'oignon, et une sorte de grignotine appelée crêpe. Tout le monde était très intrigué, alors je cassai les galettes gabo en petits morceaux et les distribuais. Zena déclina poliment sa part avec un sourire sec, alors je la partageai avec tout le monde et en goûtai une bouchée. Burk, c'est amer. C'était un goût étrange, terriblement âcre, qui me donnait la nausée à chaque bouchée. Ça aurait pu plaire aux habitants habitués, mais je ne pouvais pas le manger. Activant ma compétence, résistance à la douleur, je me suis forcé à le mâcher et à l'avaler. Je l'ai rapidement avalé avec une gorgée d'eau fruitée. Une fois remis de mes émotions et après avoir regardé tout le monde autour de moi, j'ai vu que les filles bêtes faisaient des grimaces étranges tout en continuant à manger normalement, tandis qu'Arisa semblait au bord des larmes en mâchant. Arisa, si c'est trop dégoûtant, tu peux le recracher ici. Putain, je peux pas manger de poisson. J'ai tendu un mouchoir et Arisa s'est dépêchée de se débarrasser de ce qu'elle avait dans la bouche. À bien y penser, je crois que Zena m'avait dit il y a quelque temps que les fruits gabo étaient dégoûtants. J'ai été surpris par l'odeur trompeuse de sauce soja. Heureusement, les crêpes étaient normales et délicieuses. C'était un peu comme un okonomiyaki fin et dur, mais comme c'était fait avec de la sauce miso au lieu de la sauce tonkatsu, c'était vraiment différent. À l'ombre de l'arbre, nous avons bavardé tranquillement en savourant les crêpes. Même quand on sait qu'elles arrivent, ces scènes d'émotion à la fin qui s'enchaînent, c'est insupportable. Gazouilla Arisa. Je dois admettre que j'ai pleuré au moment où la princesse Liltiena se suicide pour suivre Zen dans la mort. Zena se frotta les yeux, légèrement rouge. Vraiment? À ma place, j'aurais attrapé la dague et me serais vengé du marquis moi-même. On ne peut rien faire si on est mort. Les joues d'Arisa étaient pleines de nourriture tandis qu'elle réfutait la remarque de Zena. C'est tellement croustillant et savoureux, monsieur. Miam, je me demande avec quoi ils ont fait la sauce. J'ai un léger goût de viande. Pendant ce temps, le trio d'hommes bêtes était plus intéressé par les crêpes que par la pièce. Mais vous êtes sûrement d'accord pour dire que c'est la faute du marquis d'avoir séparé les amants? Eh bien, puisque c'est la princesse Liltiena qui a trahi son fiancé en prenant un nouvel amant, on peut dire qu'elle a déclenché la tragédie. Arisa et Zena semblaient avoir une légère divergence de valeurs, leur voix devenant de plus en plus forte. Arisa affirmait que « l'amour est tout ce qui compte », tandis que Zena insistait sur le fait que « il est naturel d'épouser un noble pour le bien de sa famille ». Dans ce cas, ne devrais-tu pas te contenter du fiancé que ta famille t'a choisi plutôt que de notre maître? Je n'ai pas de fiancé. Zena trembla légèrement aux paroles d'Arisa. Soit dit en passant, Zena et moi n'étions pas amants, et je ne la considérerais pas comme un intérêt amoureux avant au moins 4 ou 5 ans.
N'est-ce pas parce que tu t'es engagé dans l'armée pour éviter de te faire fiancer? Je suis presque sûre que les royaumes d'ici ne te laissent pas prendre ta retraite de l'armée avant au moins 5 ans. Arisa était bien informée. Quel est le rapport entre la retraite et les fiançailles? Demandai-je. Les non-combattants dans l'armée peuvent toujours se marier, n'est-ce pas? Ici, quand les femmes se marient, elles sont obligées de rejoindre la maison immédiatement. Je vois, donc si on ne pouvait pas se marier pendant 5 ans pendant son service militaire, ce genre de discussion n'aurait pas été abordé avant l'approche de la retraite. J'imagine que les circonstances seraient différentes pour la noblesse de haut rang, mais je croyais que Zena était issue d'une famille noble de la classe inférieure, donc ça n'aurait probablement pas eu lieu si tôt. Une femme doit être prête à tout sacrifier pour l'être aimée, sinon elle ne devrait pas tomber amoureuse du tout. Mais ignorer la volonté du chef de famille. Si tu es une telle sainte Nitouche, quelqu'un d'autre te volera ton bien-aimé. Arisa semblait s'emballer un peu, alors j'ai mis fin à leur discussion en lui donnant une légère tape sur la tête. Tu vas trop loin. Je comprenais le point de vue d'Arisa, mais je ne pensais pas qu'elle devait se promener et promouvoir les valeurs japonaises dans un pays étranger à la culture différente. Je me suis excusée auprès de Zena, qui était au bord des larmes, et j'ai forcé Arisa à baisser la tête en guise d'excuse. Elle semblait réticente au début, mais au bout d'un moment, elle s'est excusée auprès de Zena. Je suis désolée. Arisa peut être étonnamment douce. Plus grand que compétence acquise, médiation, plus grand que titre acquis, médiateur. Pochi et Tama semblaient anxieuses, pensant peut-être que nous nous étions disputés. Tu veux encore des crêpes? Ou on devrait aller chercher des brochettes de viande? Ai-je proposé. Des brochettes de viande? Les crêpes étaient délicieuses, mais les brochettes de viande ont l'air encore meilleures, monsieur. Dois-je aller les acheter, maître? Je l'avais suggéré uniquement pour détendre l'atmosphère, mais les filles bêtes ont réagi très vite. Lisa, en particulier, était déjà debout, prête à courir vers le stand de brochettes. Tu ne vas pas un peu vite en besogne? Je lui ai donné quelques pièces et lui ai demandé d'en acheter une par personne. Arisa a suivi Lisa en criant « Laissez-moi marchander. Nous aussi, on va vous aider, monsieur. » Tama et Pochi se sont précipités à leur poursuite. Après une longue lutte pour avaler la viande un peu dure et nerveuse, le visage de Zena s'est adouci, mais il semblait que les paroles d'Arisa la dérangeaient encore un peu.